On va peut-être commencer notre séance de l'après-midi consacrée à la communication. D'abord, je suis impressionné, je veux dire combien je trouvais cette idée de Secours Expo intéressante. Moi, je suis un très vieux médecin de l'urgence, hospitalier, pompier, médecin sans frontières, tout ce qu'on voudra, mais je suis impressionné. C'était un besoin, ils ont rempli un besoin. La communication dans nos services, quel que soit le service auquel on appartient, la communication est un élément important de notre travail pour le faire connaître et le faire bien connaître. Donc cet après-midi, avec des experts reconnus, nous allons ensemble, je crois que ça sera un échange, il y aura des présentations, mais ce qui est important, c'est l'échange entre nous, parler de communication. Moi-même, je m'appelle Jean-Claude Deslandes, je suis médecin originaire de Montpellier, j'en suis fier parce que c'est la plus vieille faculté de médecine au monde. J'ai été médecin du SAMU de Montpellier, puis médecin des sapeurs-pompiers ensuite. Et je suis anesthésiste, réanimateur et urgentiste. Et nous avons, dans cette première partie de l'après-midi, nous avons deux experts qui sont professionnels de la chose de la communication. Le lieutenant Sylvain Rospard, qui est le chef, le responsable du service communication du SDIS 78. Et puis nous avons Laurent Vibert, qui a été un grand communicant de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et qui a monté sa propre structure, ce qui veut bien dire qu'il y a vraiment un besoin. Donc il a professionnalisé cette communication et son apport va être extrêmement intéressant pour nous tous. Donc on a une structure, j'allais dire, de l'État à l'heure actuelle, d'un SDIS, et puis une structure, j'allais dire, privée qui aide les intervenants à mieux communiquer, qui nous apprend à mieux communiquer. Donc ces deux interventions seront très importantes. On va laisser les orateurs parler l'un après l'autre. On fera peut-être des questions à la fin. Ça peut être aussi spontané. Je veux dire, vous pouvez aussi arrêter, poser une question. Je crois qu'il faut que ce soit dans ce genre d'exposé, d'exposition et de colloque. Il faut que ce soit très interactif. Donc si vous voulez, et s'ils sont d'accord, en cours d'exposé sur un sujet ou une question ou une remarque, vous voulez intervenir, on peut, on a largement le temps, puisqu'on a 1h15 à passer ensemble. Et surtout que ça vous soit utile. Alors si tu veux bien, tu vas commencer à nous apporter la bonne parole. Donc Sylvain, la salle est à toi et tu fais ta présentation. Bonjour à tous, en tout cas, merci d'avance pour votre attention. Peut-être avant de commencer, les SDIS en France, des services communication se démocratisent. Je ne sais pas si vous avez tous des services communication au sein de vos structures. On va dire que c'est encore aujourd'hui très disparate en termes de moyens et de structures au sein des SDIS. C'est-à-dire que dans le SDIS des Yvelines, par exemple, on est 6 personnels à temps plein et une trentaine de personnels qui gravitent autour de notre service, donc ça veut dire 40. À Paris, à la brigade, ils sont une quarantaine, je crois, aujourd'hui, pour piloter vraiment cette structure communication. Donc là, on va parler un petit peu de communication opérationnelle, mais chaque SDIS n'est pas logé à la même enseigne par rapport aux moyens qu'il peut engager sur la communication opérationnelle. Mais vous allez voir, la communication, surtout en opération, pour nous, elle est importante. On l'a vu aussi récemment avec les événements parisiens. Il faut absolument, dans l'urgence, nous, SDIS, entité militaire, corps médical, communiquer à un moment ou à un autre. Voilà, on est obligé de communiquer. Donc du coup, là, on va parler un petit peu de communication opérationnelle. Alors, ça ne marche plus. Donc vous nous arrêtez si vous avez des questions et on va brosser un petit peu ce que c'est que la communication opérationnelle. Donc en fait, cette communication opérationnelle qu'on appelle vulgairement comme OPS, c'est l'ensemble des échanges réalisés en interne et en externe dans le cadre des missions de secours des SDIS, des entités militaires et des structures médicales. Elle regroupe l'ensemble des activités menées pour communiquer des informations publiques sur une opération de secours ou un exercice. Donc c'est vraiment lié à l'opérationnel. Elle fait partie intégrante du commandement et est une fonction opérationnelle spécifique. En fait, dans les structures de commandement, il faut absolument, même dans vos SDIS, intégrer la notion communication au plus tôt, parce que cette communication, dans le circuit décisionnel, elle est importante par rapport à ce que le communicant va faire passer comme message. Donc elle s'exerce d'une part dans l'opération, en facilitant la compréhension de la situation opérationnelle par les différents acteurs et le public, et d'autre part sur l'opération,
en permettant de donner du sens aux actions collectives, voire individuelles, des équipes de secours, de montrer les résultats obtenus, l'état d'avancement des actions engagées et la capacité des secours à réaliser leur mission et, si possible, de valoriser leur image. Donc ce qu'il faut retenir surtout de ça, c'est qu'elle vise donc à garantir une perception des actions menées des services de secours et d'en assurer la compréhension et le soutien de l'opinion. Si vous avez des questions par rapport à ça, ou Laurent, ou pour en enchérir, voilà, c'est une dimension en tout cas importante. Alors, dans la communication, elle est structurée en plusieurs parties, mais sur cette communication opérationnelle, on va parler de communication média. C'est celle qui regroupe l'ensemble des activités de communication menées à travers les médias locaux, nationaux ou internationaux, et s'adresse à l'opinion publique via des organismes de presse. Sa mise en œuvre doit tenir compte de la réactivité des médias, de leur capacité à diffuser largement et rapidement des informations très élaborées, de leur diversité et de leur indépendance. Cela implique que les SDIS doivent être en mesure, en toutes circonstances, de fournir des informations claires, exactes, précises et vérifiées, afin de limiter toute interprétation déformant les faits ou leurs propos. Cette communication média nécessite donc de bien les connaître, de bien connaître les journalistes et leurs différents outils de communication à leur disposition, et de définir une stratégie de communication opérationnelle idoine. Elle doit conduire de manière active et réactive à tous les niveaux de la chaîne de commandement, qu'elle soit locale, départementale, supra-départementale ou nationale. La communication interne, on parle toujours de communication opérationnelle, elle englobe l'ensemble des activités opérationnelles menées en direction des agents des SDIS et de leur environnement proximal par l'intermédiaire de leurs différents supports et outils de communication. Elle permet d'informer régulièrement et au moment opportun l'ensemble des acteurs concernés ainsi que leur environnement organique, proche de la situation, de tout événement opérationnel, actuel ou post-opérationnel. Elle concourt donc au partage de la compréhension des actions engagées et de la cohérence du dispositif déployé, ainsi qu'au développement de la cohésion et de l'adhésion des personnels. Elle fournit également aux cadres non impliqués et susceptibles de communiquer ou d'être interrogés des éléments de communication nécessaires. Je parle donc pour les SDIS, les BRQ, les réseaux d'entreprise, c'est-à-dire l'intranet, les télés internes, quelques SDIS sont des télés internes, quand on peut diffuser dans l'immédiateté des images opérationnelles ou des données opérationnelles, ça a son importance en tout cas sur la future communication ou le plan de communication qu'on va mettre en place. Voilà. Les remontées d'informations se font aussi de nos jours par SMS, dans la chaîne de commandement, pour informer au plus vite de la situation opérationnelle. Alors, je vous ai mis un petit peu un réseau interne qui est l'intranet donc 1078. Les BRQ que vous connaissez. Ensuite, la communication de réseau. Celle-ci est importante. Elle coordonne en fait l'ensemble des activités de communication menées directement auprès des acteurs et organismes pouvant être impactés ou intéressés directement ou indirectement par l'opération. Cette communication est une des clés de la réussite de la ComOps, car la solidité et la fiabilité de ces différents réseaux influent sur la crédibilité des informations diffusées par les différents médias. La constitution de ce réseau est un élément déterminant dans toute la politique de communication d'une situation opérationnelle et participe à la stratégie d'influence sur le terrain opérationnel. Bien conduite, elle doit contribuer à établir avant et pendant l'opération un climat favorable aux actions ultérieures de communication pour contenir ou limiter l'impact d'une campagne de contestation ou de désinformation. Ce réseau doit s'appuyer sur les administrations et décideurs locaux, les préfectures, les mairies, les états-majors. En fait, c'est vraiment les liens étroits qu'on doit avoir, et ces liens de proximité, avec le corps préfectoral, avec nos élus, avec les services déconcentrés de l'État. Ces liens, au quotidien, renforceront nos capacités à pouvoir communiquer dans de bonnes conditions. Et le fait de se connaître avant, comme les manœuvres qu'on peut faire, intercentre ou interservice, permettra d'asseoir notre communication, en tout cas plus simplement. La communication grand public, alors elle regroupe l'ensemble des activités d'information conduites par contact direct avec le public, notamment par le biais des sites internet et des réseaux sociaux. Ces médias répondent à plusieurs besoins de la ComOps
et permettent aux SDIS d'être réactifs et parfois pédagogiques par des mises en ligne régulières de leur actualité opérationnelle et d'informer quasi immédiatement d'un événement en cours. Ils crédibilisent ainsi nos institutions et constituent une démarche active très appréciée de la population. Ces sites mettent à disposition du grand public et des journalistes intéressés, sous forme de brèves courtes et illustrées, des informations nécessaires à la compréhension des interventions, en les replaçant dans leur contexte et en les adaptant pour une meilleure compréhension. Donc c'est vraiment les réseaux sociaux, Facebook, les sites internet, les SDIS ont vraiment évolué ces dernières années et mettent en ligne des vidéos, des brèves photos, des interventions, mais ça reste très factuel, toujours. Et puis les pages Facebook, donc là je vous ai mis la page Facebook de la BSPP et du bataillon, qui publie tous les jours un quotidien en fait opérationnel. Sur Facebook et les réseaux sociaux, on s'aperçoit de la portée aujourd'hui de ces publications. À titre d'exemple, nous, dans les îles des Yvelines, on a une page Facebook. Quand on publie une vidéo, une brève d'intervention, dans la journée, c'est 10 à 15 000 vues. Ça veut dire qu'on a une portée phénoménale. Pour communiquer sur de la communication opérationnelle ou des faits, ou pour communiquer sur n'importe quel sujet, on a une portée avec les réseaux sociaux aujourd'hui. Autant ça peut nous desservir, on en parlera sûrement tout à l'heure, autant ça peut nous servir. Voilà. Alors pourquoi communiquer avec les médias ? La liberté de la presse est inscrite dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Et dans son article 11, elle dit « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. » Il convient donc de répondre aux exigences des médias, qui convergent ainsi sur tout événement catastrophique ou sensationnel. Leur rapidité d'engagement, surtout en région parisienne, je pense que dans le 10-91, ils arrivent très vite sur les lieux d'intervention, au même titre qu'à Paris, au même titre que dans les Yvelines, impose aux services de secours une réponse réactive et adaptée. Cette capacité de réponse, elle nous permettra d'éviter un encombrement des salles opérationnelles de traitement de l'alerte. Il faut le savoir, sur un événement majeur, bien souvent, les salles opérationnelles et les salles de traitement d'alerte sont inondées d'appels. D'élaborer une communication de type factuel afin d'expliquer le rôle et l'emploi des services de secours et de fournir des images contribuant à la maîtrise de la communication. Si on peut fournir nos propres images, la brigade le fait souvent, le SDIS 78 le fait également, on maîtrisera notre image dans sa globalité. Plutôt qu'ils aillent chercher l'info et qu'ils aillent chercher les images, si on peut leur donner, c'est toujours mieux. Sachant qu'aujourd'hui, les médias se procurent très vite les images, avec les réseaux sociaux, vous avez vu, avec son smartphone, on prend une photo, on l'envoie directement à BFM, on l'envoie directement à la presse, et elle est publiée instantanément. Et c'est en ce sens que ça dessert beaucoup les services de secours, ça impacte notre façon d'intervenir et ça nous expose. Donc on doit avoir une grande vigilance et on doit expliquer aussi à nos agents dans les SDIS comment fonctionner avec les réseaux sociaux. Responsabilité. Les responsabilités des principaux acteurs de la communication opérationnelle et de la communication des services d'incendie et de secours sont souvent définies en interne dans un cadre réglementaire. Des règlements opérationnels, des règlements, notes opérationnelles, notes internes. L'officier presse ou le porte-parole s'exprime sous l'autorité du corps préfectoral, toujours l'autorité du corps préfectoral, sous l'autorité aussi de son directeur départemental, et du commandant des opérations de secours, le COS, qu'il conseille dans le cadre de ses fonctions d'expert en communication. S'agissant de la communication opérationnelle, son rôle est de déterminer les différents modes d'action et de fixer les directives de communication propres à chaque opération de secours. Il propose des options de communication en tenant compte de l'environnement médiatique et de l'impact de toute diffusion publique sur le déroulement des opérations de secours. Il assure la cohérence de cette communication avec celle des autres services de l'État concernés par l'opération. L'efficacité de ce dispositif repose sur un lien étroit et permanent entre les différents services et conseillers en communication, ce qu'on disait tout à l'heure, sur l'interservice. Donc les principes. La mise en œuvre de la communication opérationnelle doit reposer sur des principes qui lui assurent cohérence et crédibilité. C'est une prérogative du commandement. On l'a dit en début d'intervention, la com opérationnelle doit concourir à la réussite de la mission, car elle constitue une priorité et est une des responsabilités directes du commandement. À ce titre,
la chaîne de commandement est seule habilitée à diriger et à conduire les actions relevant de la communication opérationnelle. Subsidiarité, les échelons de commandement disposent d'une délégation formelle et d'une autonomie d'action afin de pouvoir conduire les actions de communication opérationnelle de leur niveau. La réactivité, elle est importante. Il est important de communiquer rapidement pour accompagner les événements et valoriser les aspects favorables des objectifs fixés. Ce principe permet à la ComOps d'être une source crédible d'informations, en mesure de devancer ou de préciser d'autres sources, au premier rang desquelles se trouvent les médias. L'anticipation. En complément de la réactivité, le principe d'anticipation permet de se prémunir contre les difficultés qui rendent impossible la maîtrise de l'information ou contre des attaques informationnelles pesant sur la crédibilité des services de secours dès que les intentions hostiles sont décelées. L'exactitude. Seuls les faits avérés peuvent être communiqués aux médias. L'exactitude des informations données est un gage de crédibilité pour les services de secours à court et à long terme. Cependant, la vérification des informations données peut parfois nécessiter des délais difficilement acceptables pour les journalistes. C'est toujours eux, la veille pour le lendemain, ils veulent avoir les infos tout de suite. Ils se déplacent très très vite. Donc du coup, dans la rapidité, il va falloir réagir. Il est donc parfois nécessaire de délivrer des informations à chaud, exactes, mais incomplètes, car informer au plus tôt permet de donner le ton à la communication et d'éviter la propagation des rumeurs, notamment d'informations ou d'interprétations erronées. Donc je vous ai mis un petit retour d'expérience pour schématiser ça. On a eu l'année dernière un accident de manège sur la commune de Flins, en Yvelines, où une petite fille est décédée dans le manège. Il y a eu un afflux conséquent de médias sur place, parce qu'on a eu des précédents. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'accident de la fête des Loges, qui avait eu lieu en 2007, qui avait fait 2 morts, et où on avait dû descendre en rappel 2 personnes qui étaient restées bloquées à une quarantaine de mètres. Donc il y avait eu un impact médiatique très fort. Du coup, là, sur cette intervention, qui était beaucoup moins conséquente, il y a eu un afflux important de médias, et on a dû s'engager rapidement, parce qu'il y a eu des tensions en fait sur les lieux. Les secours se sont engagés, il y a donc la jeune fille de 13 ans qui était décédée, et puis une deuxième victime qui, elle, a été prise en charge aussitôt par les secours. Mais ce qui était dit sur les lieux et par la presse, c'est que le train avait déraillé. C'était que la chenillette avait déraillé. En l'occurrence, ce n'était pas du tout le cas. Donc l'action, en tout cas du service communication, ce jour-là, a été en relation avec le commandant des opérations de secours, l'élu, et les forains qui étaient en train de monter un peu en température, de rétablir très factuellement la vérité. Donc du coup, ça a donné lieu... Alors, bon, désolé, j'arrive pas à lancer la vidéo, je ne sais pas pourquoi ça devrait partir tout seul. Donc du coup, l'action ce jour-là, en tout cas du communicant, pendant le transit, en se rendant sur l'intervention, c'était la prise de contact donc, avec le commandant des opérations de secours pour recueillir les premiers éléments opérationnels, la prise de contact avec la garde départementale, communication pendant le transit. Il y a des SDIS qui sont dotés 24 heures sur 24 d'une garde départementale communication, comme le BIRP, avec un caméraman, un photographe, un rédacteur, qui sont dépêchés tout de suite sur les lieux. Donc contact avec cette garde départementale afin de recueillir les éléments médiatiques et organiser la gestion de la presse en nombre sur place. Prise de contact avec le directeur départemental pour organiser la communication. Est-ce qu'on communique? Est-ce qu'on ne communique pas? Est-ce qu'il faut le faire ou pas? Prise de contact avec la préfecture pour valider les actions de communication. On l'a dit tout à l'heure, on ne communique pas sans validation, en tout cas du corps préfectoral, surtout que ça avait un impact important. Prise de contact avec l'astreinte de prévention. On était dans le cadre d'une fête foraine. Est-ce que les manèges ils étaient contrôlés? Est-ce que c'est le rôle des sapeurs-pompiers? Donc pour avoir tous les éléments afin de pouvoir les restituer correctement à la presse. Et prise de contact avec le CODIS pour demander de renvoyer les demandes médias vers l'officier presse pour qu'il puisse donner les bons éléments. Et sur place, prise de contact avec le commandant des opérations de secours. Et dernier point, situation opérationnelle. Conseil aux maires et aux COS sur l'action de communication engagée. Donc là, en fait, il fallait donc
engager une action de communication, rester très factuel en disant que la chenille n'avait pas d'herbier. Donc élaboration du communiqué destiné à la presse, organisation du point presse et information des forains sur l'objectif de l'action de communication pour faire baisser la température, pour leur dire, ben voilà, on va communiquer, on va rétablir les faits, soyez rassurés. Voilà. Et ce qui a bien fonctionné. Alors on va peut-être passer sur le niveau stratégique. Le niveau opératif, celui-là est important dans la com host parce que c'est celui qui est le plus près du terrain. Donc il est généralement assuré par le RESCOM ou l'officier presse ou l'officier en charge de la communication. Il s'attache surtout à formaliser un dispositif efficace autour du retour des informations de terrain. Il s'attache à faire preuve de cohérence et de précision entre les différentes sources et s'attache à privilégier des aspects opérationnels et factuels. Donc conseiller auprès du COS, l'officier presse, lui apporte son expertise dans tous les domaines de la communication, le tient informé de tout ce qui touche à la communication ou à l'actualité liée à l'opération, prépare et propose les communiqués destinés à la presse, prépare et organise les points presse, coordonne les médias sur place et est généralement le seul, mis à part le COS, habilité à communiquer. Alors, quand communiquer? Il est toujours préférable de communiquer dès les premiers instants sur les lieux des interventions. Cela permet d'accroître la crédibilité des acteurs de terrain et permet d'ouvrir une brèche espace-temps correspondant à la durée de l'intervention. On peut déterminer en fait 4 cas de figure. Le déclenchement intempestif, le communicant est sollicité par la presse avant même qu'il n'ait pu ou voulu lui informer de l'événement. Il répond de manière factuelle aux sollicitations. Le déclenchement à chaud, en étant arbitré entre avantages et inconvénients d'une communication à chaud, il est initié à la seule appréciation du communicant en fonction de l'évolution de la situation et de sa sensibilité. Le déclenchement réactif, il vise à rétablir une perception médiatique erronée, un petit peu comme dans le cas de l'accident de manège. Et le déclenchement à froid, qui correspond à une recherche d'informations suite à une opération, mais après la fin de l'intervention. Donc souvent, les médias appelleront après l'intervention pour avoir des infos, faire une interview ou du COS, demander des informations sur ce qui s'est passé, le bilan des victimes. Et ensuite, l'information des médias. Donc, seule une information appropriée, digeste et présentée au moment opportun atteint son objectif. Donc, en fait, pour ce faire, on a 4 outils. Le communiqué de presse, qui doit être court, clair, concis et précis, en restant factuel, rédigé de manière à pouvoir être repris directement par les médias et se justifie pour diffuser dans les meilleurs délais un fait nouveau important. Le dossier de presse, qui lui est plus complet, il offre aux journalistes une connaissance générale du sujet, apporte des informations concrètes, peut être annexé de plusieurs documents et donne les coordonnées des contacts utiles. La conférence de presse, qui elle vise à livrer une information approfondie à l'ensemble des journalistes et à répondre à leurs questions. Planifiée, elle doit être parfaitement organisée et minutée. Et enfin le point presse, beaucoup plus informel mais régulier, il se limite à donner des informations factuelles et permet de réagir à certaines interrogations. Voilà, j'ai fini. Je suis allé un petit peu vite, mais... C'est dommage qu'on n'ait pas réussi. Sinon, on va directement... Oui, pour la salle. En attendant, est-ce qu'il y a des questions, des interpellations pour Sylvain dans la salle? Sylvain, c'est pour toi? Oui, pardon. Oui, alors. 1, 2. Oui, ça marche. On a vu que là, la communication dans le SDIS était très organisée avec la demande d'autorisation au préfet pour pouvoir communiquer, en allant jusque-là. Mais il doit bien arriver des situations où, sous la pression médiatique, les intervenants de terrain sont directement confrontés aux journalistes qui cherchent soit des images, soit des paroles des personnes qui sont sur le terrain. Donc comment gérez-vous ça au niveau du SDIS avant que cette communication soit organisée? Alors au niveau du SDIS, en fait, on a cette garde communication qui est H24, 24 heures sur 24. Mais en aucun cas, le COS lui-même, il va
appeler le CODIS pour faire déclencher l'officier presse et va limiter cette communication en disant on va vous répondre, mais en tout cas on ne communique pas dans l'immédiat. Ce qui laisse le temps d'arriver voilà, à la garde départementale et à l'officier presse. Voilà. Oui, et je peux rajouter que dans les formations des sapeurs-pompiers, soient-ils militaires ou civils, professionnels, pardon, et volontaires, il y a un cursus en matière de relations publiques, relations presse. Ce qui fait que même les intervenants, c'était un peu le sens de la question, si j'ai bien compris, même s'ils sont confrontés à une demande d'interview, ont en principe reçu une formation qui les limite. Alors c'est pas les limiter, on pourra y revenir dans le débat, mais c'est pas les limiter à la prise de parole parce qu'ils sont incompétents, c'est surtout pour les protéger eux-mêmes et protéger l'institution par ailleurs. Donc chaque intervenant doit avoir cette capacité à pouvoir, je vais dire, taper en touche. On a eu le match de rugby hier, mais trouver une belle touche, c'est-à-dire pour continuer à aller sur l'opération et ne pas tomber dans le champ de l'information. Et dans le même temps, être en capacité de remonter justement cette demande de médias auprès des responsables du SDIS en disant voilà, j'ai tel journaliste qui est sur place, on a été sollicité, on les a orientés vers vous, mais c'est presque pas au secours, mais on a besoin de votre présence. Ça peut se faire aussi dans ce sens-là. On ne sera jamais non plus à l'abri, et j'allais dire, on en reparlera aussi, mais pourquoi pas, ça se fait beaucoup dans les pays tels que la Belgique ou en Suisse, où les intervenants sont plus à l'aise, y compris les maires, où ils se lâchent un petit peu plus sur intervention pour parler des faits, rien que des faits. On est peut-être dans je l'aborderai, mais dans un travers où, encore, au sein des institutions et de l'armée, d'une manière générale, le journaliste est un ennemi, donc il fait peur. Il faut trouver un point moyen, c'est ce que j'appelle moi l'équilibre ou le parallélisme des formes, en disant ils font leur métier, nous faisons le nôtre, vous faites le vôtre, essayons de trouver un équilibre sans pour autant se fragiliser, parce qu'il y a de réels enjeux derrière. Tu as tout à fait raison, mais je pense que sur les interventions, on peut distinguer l'intervention quotidienne avec très peu de victimes, puis l'intervention où il commence à y avoir beaucoup de victimes. Sans parler de la catastrophe, je crois qu'en règle générale, il doit y avoir, pour ce qui est des événements avec nombreuses victimes, il y a une personne désignée à l'avance, il y a qu'elle qui communique. C'est même pas le patron du département, c'est la personne désignée à l'avance qui a appris à communiquer. Donc je crois que ça, c'est fondamental dès qu'il y a un événement d'une certaine importance. Ça, c'est un point. Deuxièmement, après, moi, je ne sais pas trop, j'étais aussi journaliste pendant longtemps, la différence entre les médias et le grand public. À l'heure actuelle, ça se télescope. Tu as médias grand public, c'est... Voilà. Donc, il y a une information à faire passer. Il y a 2 points. Moins on en dit, mieux c'est. Mais on ne peut pas rien dire. D'abord parce qu'il n'y a pas de secret. Mais je crois que la difficulté est de... Qu'est-ce qu'il faut dire? Et à l'heure actuelle, tu as peut-être oublié, enfin tu l'as cité aussi, mais tant que ce sont des dégâts matériels, bon, on maîtrise. Dès qu'il y a de la santé au milieu, donc c'est de suite beaucoup plus émotionnel. Donc là, il y a effectivement des médecins, sapeurs-pompiers au SAMU. Je crois qu'il faut parler des autres confrères qui travaillent avec nous, hospitaliers ou Croix-Rouge, où bon, il y a de la santé, et il faut que cette communication soit la même. Il ne faut pas qu'elle soit disparate. On a aussi souvent tendance, quand on est sur une intervention, même si on est aguerri, on est soi-même avec des gens qui souffrent ou qui meurent, et on peut avoir tendance à trop parler. Je crois qu'il faut se freiner là-dessus. Donc je crois qu'il faut vraiment unir les services. Qui c'est qui parle? C'est toi, c'est moi. On ne peut pas avoir une communication pour la santé, pour les malades, pour les blessés, pour les victimes. On ne peut pas avoir une communication des hospitaliers et une communication du service de santé des sapeurs-pompiers. Je pense qu'il faut qu'on dise la même chose. Mais à l'heure actuelle, comme tout un chacun, vous regardez les médias, de plus en plus, on le voit pour les avalanches qu'il y a eu avec des victimes, c'est le préfet ou le directeur des cabinets qui parle. Donc là, bon, on est, nous, protégés. Ils y tiennent, pour des raisons qui leur sont propres, mais c'est peut-être pas plus mal. Ça, c'est un point. De plus en plus, dès qu'il y a des victimes, le préfet ne parle pas. Le deuxième point, on n'a pas toujours l'information, même ceux qui sont sur le terrain. Je parle des intoxications. On l'a vu parfois avec des morts, des intoxications alimentaires ou autres. Celui qui est sur le terrain, il ne sait pas ce que c'est. Donc, il ne sait pas l'évolutivité. Donc là, je crois qu'il faut se donner le temps aussi du recul et de bien dire aux médias ce qu'on ne veut pas vous dire, c'est qu'on ne sait pas exactement. Donc je crois qu'il faut dire, on ne veut pas vous parler, c'est on vous parlera quand on sera sûr dans votre intérêt.
là aussi, il y a une réflexion à avoir sur la pathologie en cours que l'intervenant sur le terrain ne connaît pas la cause exacte et l'évolutivité. Je crois que la communication, c'est quelque chose qui est en train de bouger à l'heure actuelle. Quand j'étais tout jeune sapeur-pompier il y a longtemps, et ce qu'elle est devenue maintenant, il y a une demande d'information qui est naturelle, directement au grand public. Je crois, excusez-moi, on parle rarement directement au public. Donc ça va se passer par des médias, quels qu'ils soient, des médias sociaux ou des médias journaux, presse ou télévision ou radio. Et là, il faut que l'information soit vraiment bien précise quand on va passer l'information. Et ce n'est pas celui qui est sur le terrain qui aura obligatoirement la totalité de l'information. Donc on peut renseigner, mais ça, les sapeurs-pompiers savent parfaitement le faire, souvent même mieux que les médecins, ou les médecins hospitaliers ou pas, parce qu'ils ont appris, parce qu'ils maîtrisent, ils peuvent dire de façon factuelle l'événement en cours. L'événement en cours. Il s'est passé ça, voilà. Bon, voilà ce qui s'est passé. Et après, dans le détail, je parle de la santé, dans le détail, je crois qu'il faut se donner le temps du recul et se tourner vers les services de l'État, à la préfecture. Et on voit très bien, même en dehors des interventions comme ça, dès qu'il y a un crime ou qu'il y a des suspicions de victimes avec une cause volontaire, là, de plus en plus aussi, c'est le juge d'instruction qui va parler. On les voit, ils commencent à prendre les médias. C'est jamais le flic, le commissaire de police qui parle, et c'est pareil pour nous. C'est le juge d'instruction. Et pour ce qui est des accidents ou des victimes, c'est de moins en moins nous, c'est de plus en plus le préfet. Bon, je crois que c'est un fait. C'est un fait, tu as raison. La difficulté, c'est que le journaliste, il ne se contentera pas du préfet, du procureur ou du juge d'instruction. Et la limite de l'exercice est là, c'est-à-dire comment on peut arriver à donner suffisamment d'informations et donner un sens, je vais l'aborder, mais donner un sens à sa communication, parce que pour moi, l'ayant vécu en tant qu'officier presse, porte-parole des pompiers de Paris, quand vous avez 150 journalistes sur l'effondrement de la jetée d'embarquement à Roissy ou 130 demandes d'accréditation sur la tuerie de Nanterre ou sur les feux de Paris Opéra, vous devez, à mon sens, être présent. Savoir quoi dire, en effet, c'est important, et savoir partager la prise de parole, parce que le journaliste voudra du pompier, il voudra du maire de Paris, il voudra du président de la République, etc. Donc on va avoir cette... Et il faut l'absorber, parce que se dire, on est dans un cadre bien structuré, qui est à mon sens important, certes, on n'en sort pas, et c'est codifié, hiérarchisé et validé, on s'enlève, ayant aussi fait une école de journalisme, on s'enlève cette capacité à donner un intérêt. Si tu permets, on va profiter du fait que tu sois devenu professionnel de la communication, à moins que Sylvain ait quelque chose à rajouter. Non, je voulais juste rajouter, même si effectivement on donne la parole et le préfet prend la parole de plus en plus, il donnera toujours la parole de techniciens. Hein. Les pompiers sont des techniciens, et même les médias ont besoin de cette parole des techniciens, ils la voudront toujours. Donc on interviendra toujours dans ce contexte-là. Il n'y a pas de questions à Sylvain en particulier? Sylvain se propose. Voilà. Bon, écoute, à toi. Je continue, j'ai changé de micro. Est-ce que je peux avoir ma présentation ou dois-je la choisir? Non, je ne sais pas. La régie, vous m'entendez? D'accord, pardon, non, ne vous inquiétez pas. On va passer la seconde. J'avais une présentation, mais c'est pas grave. Moi, en tant que communicant, j'aime bien parler. Elle n'est pas dans l'ordinateur, non? Tu l'as pas mis, ça va? Ah non, on m'a dit c'est dans la boîte, ça a été chargé. Est-ce que tu l'as sur le clé? Non. C'est pas grave, on va faire sans image. Vous arriverez à me suivre quand même. On m'a dit que c'était téléchargé, mais voilà. Comme quoi aussi, il faut toujours doubler le tir. Il y a quelque chose en bas, là, sur le... Il y a un PowerPoint en bas. Je sais pas. C'est lui qui a la main. Je vais te la passer. Monsieur ? Encore. Ça fait une pause, hein, vous pouvez souffler. Donc je te disais, en dehors de la présentation, par rapport à cet appétit des médias qui est un appétit justifié, vous devez répondre à certaines demandes. Enfin, vous devez, entre guillemets. C'est aussi l'exigence des journalistes. Les journalistes ayant un métier à réaliser dans un temps qui est très contraint, presque aussi contraint que celui des secours.
Et on a cette notion de temporalité en matière d'information et de communication opérationnelle qui est très difficile à gérer, parce que cette superposition des temps entre le temps de l'enquête, le temps judiciaire, le temps des secours, le temps des victimes, la réparation des victimes, et on le sait très bien, le temps judiciaire qui est très long. Sur AZF, par exemple, on est à plus de 10 ans, on va arriver à 15 ans. Total, Erika, c'est toujours pas soldé. Donc on a des temps judiciaires qui sont très longs et qui aussi réveillent. Votre attention, s'il vous plaît. On vous écoute. Nous rappelons qu'aucun véhicule n'est autorisé à stationner aux abords du hall c'est sous moi. peine d'être retiré par la fourrière. Merci. Je passe un micro, ouais. Petit souci technique. Je vais reprendre un micro à fil. Donc cette temporalité, vous disais-je, le temps que la technique se mette en place, nécessite cette prise en compte. Merci. Ok. Alors je mets entretien avec un spin doctor et en effet, voilà pourquoi, vous savez, c'est ce qu'on dit souvent des communicants, peut-être pas tant dans les institutions, mais dans les entreprises privées. J'aime cette image de spin parce qu'elle vient de l'anglais et c'est donner de l'effet, donner un sens à sa communication. Et je pense que c'est facile à dire, moins facile à réaliser, que si chaque communicant, à un moment donné, ou porte-parole, ou en charge de donner une information, analysait son temps de parole et l'effet qu'il recherche dans sa communication, on y gagnerait beaucoup, en dehors du fait qu'il y a des journalistes, il faut parler. Non, il y a des journalistes, je vais parler et je sais pourquoi. Ce qui est très important aussi dans la notion de temporalité dont je vous parlais, c'est cette notion de brièveté. Nous sommes dans une ère de la communication, on est sur du caractère, 140 caractères en gros sur le tweet, vous aurez les réseaux sociaux tout à l'heure dans la foulée de notre intervention, mais c'est de se dire aussi que le temps utile, c'est au gros maximum 20 secondes quand vous êtes sur une interview. Je ne parle pas des plateaux télé, de C'est dans l'air, où vous avez un petit peu plus de temps. Sur de la breaking news, sur de la chaîne d'information, sur du plateau télé, j'y étais récemment suite aux attentats, vous avez des temps de parole qui sont de 20-30 secondes grand maximum sur des plateaux, et y compris sur des interviews où ça peut même être très réduit. Ce qui veut dire que la construction intellectuelle de vos messages doit être formalisée. Ce qui veut dire que le fond, comme disait Victor Hugo, est très important. Je rappelle qu'il disait que la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Donc il faut aussi que les communicants soient des bons experts. Et que quand on désigne un porte-parole, quel qu'il soit, ce soit dans le domaine du secours ou autre, qui n'a pas la connaissance de l'intervention et de son aspect opérationnel, pas des faits. Souvent j'entends il ne faut pas aller sur les causes, etc. N'y rentrons pas. Le journaliste va essayer. Vous dites, et vous, éventuellement, vous n'aurez qu'à dire « je suis là pour traiter, peu importe les causes, j'ai un diagnostic posé, je dois soigner ». Voilà ce que l'on fait. Voilà l'excellence, la compétence des maîtres chiens, des chiens de recherche, etc. Vous pouvez aller sur du champ technique, c'est ce qui intéresse les médias. On n'attendra pas une parole, j'allais dire, institutionnelle, verrouillée, ferme et fermée. Parce que ça, le journaliste n'en a pas besoin, ça ne l'intéresse pas. Il le laisse aux procureurs, et vous avez vu qu'en effet, les procureurs commencent à être formés, où ils sont, j'allais dire, meilleurs, jour après jour, pour certains et certaines, pour d'autres non. Parce que là, on parle de région parisienne, de Paris, de grandes interventions. Sachez que dans l'Aveyron ou ailleurs, toute la chaîne des secours et institutionnels n'est pas toujours, et j'ai rien contre l'Aveyron, mais en capacité ou formée à prendre la parole et être dans des actions de communication de grande ampleur. Parce que là aussi, il y a un aguerrissement, il y a du training, de l'entraînement, de la formation. Donc la question posée aussi, c'est de se dire, attention, tous les formats ne sont pas duplicables partout, à l'exception, je pense, et ce que j'appelle moi les fondamentaux en communication sensible, stratégique ou de crise, c'est qu'il faut être utile et donner du sens à sa communication. Alors, je dis aussi qu'on devient presque des avocats médiatiques des événements sur lesquels on va communiquer et qu'on installe sa communication dans un champ qui est souvent pour nous émotionnel. C'est-à-dire qu'on va communiquer sur du pathos, sur de la mort, sur de la blessure, sur de la perte, sur du choc. Et vous l'avez vu, suite aux événements de début janvier, on a beaucoup parlé des cellules d'urgence médico-psychologique
parce que le journaliste avait besoin de faire un focus dessus, parce qu'il le méconnaissait, cette structure particulière. Même si depuis des années, un feu dans une boulangerie, on disait qu'on mettait une cumpe en place sur le trottoir. On avait un petit peu vulgarisé le propos, mais là, on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie urgence. Quand vous avez le docteur Pelou qui craque littéralement sur le plateau d'ITélé, ça donne aussi du sens à cette capacité à rendre l'humain plus humain. Et ça, c'est important, justement, dans ces communications, quand on est sur des communications opérationnelles, à rester sur le champ de l'humain et donc de l'émotion. Pour moi, ça, c'est fondamental. Quand vous avez un porte-parole d'une institution, que ce soit les sapeurs-pompiers, un associatif, Croix-Rouge, Protection civile, et j'en oublie, et bien sûr d'autres, qui sont ici présents, notamment dans le salon, c'est de se dire, qu'est-ce que je fais de ma communication? Et j'ai devant moi, et des gens qui m'écoutent, ce sont des humains. Et ça, c'est fondamental. Avoir un procureur de la République qui soit que sur les faits, comme l'a fait, et vous l'avez entendu, François Molins, le procureur de la République de Paris, quand il est sur le rappel chronologique des faits sur les différents attentats en 3 jours, jusqu'au nombre d'étuis de cartouches avec le calibre, etc. On est dans du technique. Il n'a pas besoin, et pourtant il en met un petit peu, il met un petit peu d'humain, et c'est important. Donc vous voyez bien que les rapports sont difficiles, et que de trop codifier, ça peut rendre l'exercice, à mon sens, moins efficace, et qu'on n'atteigne pas les buts qu'on s'est fixés. Alors, je vais poursuivre pour vous dire aussi que maintenant, Jean-Claude le soulignait tout à l'heure sur l'évolution aussi du travail médiatique, nous sommes véritablement dans une convergence de techniques médiatiques, d'éthique et de juridique, et que vous devez mettre en place à l'intérieur quelqu'un qui jongle un peu avec tous ces domaines-là, ce qui est difficile. On l'a vu avec la faute sur mer, avec la tempête Xynthia, où on se retrouve avec du juridique, avec même une jurisprudence, avec un maire qui écope d'une peine lourde. Et voyez bien qu'on a une transposition aussi du champ initial qui était l'opérationnel. On avait des morts, des noyés, des mises à l'abri à réaliser. Le journaliste va travailler sur l'émotionnel, des images de zones inondées, des animaux morts à la dérive, des personnes isolées sur les toits. On répond au factuel par l'émotionnel. Le second temps, c'est le temps déjà du questionnement, responsabilité. Vous avez vu que maintenant, ces champs-là sont quasiment unis dans la même journée, qu'on a du questionnement, et on tombe aussi dans le troisième temps du traitement médiatique, c'est qu'on est dans la polémique. Et qu'il va falloir que les communicants, quels qu'ils soient et dans toute institution, puissent très rapidement réaliser ce qu'on appelle le statement, la posture. Quelle est la posture que j'adopte par rapport à l'événement et quelle est ma communication et comment je vais la réaliser. Et vous voyez bien que le fait de trop codifier vous limite, vous êtes dans un carcan, et pour autant cette cuirasse doit vous protéger des glaives qui doivent éventuellement ou peuvent éventuellement vous fragiliser. Donc une posture qui est difficile. La crise est un métier où l'expérience est irremplaçable. Sinon, vous n'avez pas les bons réflexes. Là aussi, savoir réagir. On est dans la communication opérationnelle avec vous aujourd'hui. Un urgentiste qui n'a jamais fait de terrain, quand c'est sa première intervention, soit-il pompier ou médecin, il y a un trac, il y a un geste qui n'est peut-être pas aussi sûr qu'après 20 ou 30 ans d'expérience. Donc pour vous dire aussi qu'en matière de communication, à changer trop souvent les gens de poste, ça peut être assez improductif et même dangereux. Et par ailleurs, de mettre des gens qui ne sont pas compétents, au moins dans le cœur de métier, ça aussi, à moins d'avoir de vrais imposteurs et des bons, vous allez fragiliser vos effets de communication. Et que vous emportez derrière, c'est-à-dire que le représentant d'un SDIS en matière de communication, il n'est pas que le seul représentant d'un SDIS, il est, au-delà de ça, l'ambassadeur, à ce moment-là, dans sa communication, de l'ensemble des pompiers de France. Et au-delà, du secours en France. Et qu'il faut avoir présente à l'esprit ce que j'appelle moi la stratégie d'alliance en matière de communication, c'est-à-dire essayer d'emmener dans sa com toutes les parties prenantes avec lesquelles vous travaillez d'une manière générale. Alors certains me disent « Ah ouais, vous cirez les bottes de la BRI quand vous êtes sur iTélé, en même temps des pompiers, en même temps du SAMU. » Et oui, et pourquoi pas? Et c'est cette stratégie d'alliance qui met en exergue et met un petit peu en lumière l'ensemble de ces métiers qui sont parfois, et on l'a remarqué, enfin, en France, on a pu applaudir les secours et les forces de l'ordre dans la rue. C'est quand même dommage qu'on soit obligé d'en passer par des événements tragiques. Mais pour vous dire que le fait de saluer la capacité
l'efficacité des différentes institutions et services qui fonctionnent au sein de l'État, en France, notamment dans le domaine du secours, c'est aussi un acte de communication qu'on doit avoir présent à l'esprit. Je dis aussi que, pour citer Joseph Scanlon, qui est un spécialiste des gestions de crise au Canada, toute crise est aussi une crise d'information. Et si vous ne maîtrisez pas cette information ou cette communication, vous aurez du mal à maîtriser la communication, l'aspect opérationnel aussi de votre intervention. Ce qui veut dire que la com ne vous aide pas à traiter une victime sur le terrain, mais le faire savoir, j'ai ce principe simple, c'est celui que j'essayais de mettre en place quand j'étais porte-parole des pompiers de Paris, c'est qu'il y a des savoir-faire et que le rôle des communicants, c'est de le faire savoir. Et que cette charnière entre ce que l'on réalise sur le terrain et comment on en parle, ça c'est fondamental. Et qu'en règle générale, vous avez, et souvent, trop souvent encore, des gens qui sont frileux dans l'engagement spontané de leur communication et qui restent sur des points de situation, des rasites, des rapports de situation. Ce matin, nous sommes intervenus à 8h02 sur un feu qui a monopolisé 50 voitures. Ça vous intéresse, ça? Non. 8h02, non, ce matin, c'est bien. Allez, unité de lieu, de temps et d'action, c'est ce qui est aussi constitutif du théâtre classique. C'est ce qu'on retrouve typiquement aussi dans le traitement de l'information par les journalistes. La règle des 6 W, qui, quand, quoi, où, comment, pourquoi. Et on réfléchit à cela et on fait sa communication par rapport à cela. Donc vous voyez qu'il y a quand même aussi un travail d'accoutumance des communicants à prendre en charge cette information technique. Alors ce qui est intéressant, c'est... Voilà, un schéma parfois vaut mieux qu'un long discours. On est en communication de crise ou sensible, souvent dans le cadre de 2 axes, abscisse et ordonnée. Vous avez une notion d'intensité, une notion d'impact de l'événement, sur aussi une échelle temporelle dont je vous parlais. En règle générale, sur les crises que l'on connaît, on est sur un pic maximum de 72 heures. Après, l'information perd de son intérêt, elle est rattrapée par une autre, et peut-être que dans ce temps-là, vous n'aurez quasiment pas de place à la vôtre. Et pourquoi pas? Je me suis occupé d'une entreprise pendant la crise de la viande de cheval, vous en avez peut-être entendu parler. On a eu de la chance, au bout de 15 jours, mais c'est long quand même, le pape donnait sa démission. Yes! J'ai appelé le client, je lui ai dit on va être tranquille, il ne me croyait pas. Ben, je lui ai fait si, le pape l'emporte sur le cheval d'une manière générale, hein, dans les jeux des 7 familles. Donc on est là-dessus. On est aussi dans cette vacuité d'information, ou pas. Vous avez vu que Schumacher, je ne sais pas combien de temps on a resté sur l'information de l'accident de Schumacher. C'est fini, on oublie. Il bouge peut-être un petit doigt, tant mieux, c'est bien. On en fait 2 lignes. C'est le choc, émotion, factuel. Donc on est sur un pic, et souvent avec ce travail justement d'absorption de l'onde de choc médiatique qui va être immédiate. Et ça... En effet, je rejoins Sylvain dans la nécessité de préparation. Il faut préparer les informations, les organismes à prendre la parole en matière de gestion d'événements majeurs. Ça ne veut pas dire que l'on va communiquer. Pensez toujours que, comme je vous l'ai dit, la communication doit être un acte pensé et réfléchi. Vous devez aussi être en capacité d'argumenter sur le fait du go, no go. On y va ou on n'y va pas. Et si on ne va pas communiquer, voilà les arguments. Pourquoi on ne le fait pas? Secret médical, confidentialité de l'enquête, respect judiciaire, etc. Mais être en capacité de le dire. Éviter le no comment. Vous avez tous à l'image cette main qui vient devant la caméra du journaliste. Non, on n'a rien à dire là-dessus. Vous vous fragilisez, ça ne sert à rien. En revanche, que vous soyez en capacité de dire, je rappelle qu'il y a des règles de confidentialité concernant le domaine médical, concernant la vie privée des gens, etc., etc. C'est bien de le rappeler aussi. Parce que cette surabondance de communication, ces journalistes que vous êtes tous et que nous sommes tous dans cette salle et dans ce salon avec les smartphones, je vois qu'il y a des gens qui prennent les clichés, voilà, il y a un partage d'informations qui est immédiat. Il ne faut pas non plus tomber sous le coup de cette dictature d'information. Essayons d'avoir une certaine maîtrise. Mais attention, le temps joue en notre défaveur. On n'est pas dans du NRBC pour les secours. Là, vous êtes rattrapé très vite par le temps médiatique qui vous fragilise. Alors j'ai aussi un principe, c'est un peu avec humour de dire, un peu comme dans le jeu de Julien Lepers, question pour un champion. Oui, je prends la main, Julien. C'est-à-dire qu'en matière de communication, je n'attends pas d'avoir les comptes rendus de l'enquête pour dire ben voilà ce que nous avons fait.
il convient peut-être d'avoir une posture immédiate, de dire « nous sommes là, voilà ce que l'on fait et pourquoi ». Et les causes, on verra après. Le temps de l'addition, c'est après. D'accord ? Donc cette notion, vous voyez bien, de pression médiatique, elle est importante. On a parlé de tempête médiatique sur Xynthia. Pourquoi je prends cet exemple ? Xynthia, c'était notre premier tsunami à la française. 2 ou 3 ans après, 2 ans après celui de l'Asie, du Sud-Est. C'est pour vous dire que quand vous avez aussi l'impact de l'intervention, et c'est pour ça qu'il est important de savoir dans quel secteur l'intervention a lieu et quels sont les champs d'appétence pour les journalistes. La notion de mort-kilomètre, qui a été mise en exergue par 2 sociologues américains dans les années 50, plus c'est proche de moi et plus c'est grave, plus je vais être touché, plus je vais être attentif à la médiatisation. Et ça, les journalistes travaillent dessus. Donc là aussi, être en capacité de se dire « attention, là j'ai un retentissement très fort ». Ça, c'est quand on a le temps de raisonner. Et vous avez cet exemple très récent d'un maire d'une commune qui fait sa sortie sur le non-enterrement d'un petit Rome, d'un bébé Rome. Vous avez vu la tempête là aussi médiatique que ça a créé. Ça s'est vite éteint parce qu'il y a eu autre chose. Mais vous imaginez le rôle de l'élu et son ressenti par rapport à l'événement. Vous avez des dirigeants, vous avez des élus qui sont en limite de passer à l'acte suicidaire sur des hypermédiatisations d'événements, parce que non préparés. Donc là encore, c'est mon côté d'ancien militaire, si vis pacem parabellum, si je veux la paix, je me prépare à cette certaine guerre ou cet affrontement que je peux avoir avec les journalistes, même si ce ne sont pas des ennemis. Merci Sylvain, j'ai la technique avec moi. J'avance un peu parce qu'on va être dans les délais. Je rappelle juste, parce qu'on a des techniciens aussi dans le salon et dans les visiteurs, même l'AFNOR, pour vous dire, j'y croyais pas il y a quelques années, mais c'est sorti en 2013, je crois. La communication est également un élément essentiel pour un bon management des risques. Ça veut dire qu'on doit l'intégrer, parce que dans la communication, ne voyons pas que le spectre et l'attirance des médias avec les caméras, les micros et la revue, enfin la presse écrite. On a aussi toute la communication interne qui est très importante. Je me rappelle, il y a quelques années, mon patron, un général commandant les pompiers de Paris, me dit « Mais Vibert, à quoi ça sert d'avoir des articles dans le Parisien tous les jours, etc. » Je lui fais « Vous participez, et cela participe à la communication aussi interne de l'institution. Quand le jeune qui vient de Brest repart en repos avec son journal à la main et va voir ses parents, sa copine, ses amis en disant « J'y étais », vous participez aussi à l'époque à une certaine viralité de votre information qu'on peut retrouver actuellement avec les réseaux sociaux. On en reparlera un peu plus tard sur les réseaux sociaux. Là aussi, des zones de risque, des zones de danger, mais il faut les prendre avec soi. Là aussi, j'avais mis cette slide pour vous dire que les organisations et les entreprises ne sont pas prêtes souvent à la gestion de l'information et de la communication de crise et de la gestion des risques au sein de leurs entreprises. On a encore cette forte propension en France, technique de la tête dans le sable en disant oui, pour l'instant on n'a rien eu et puis on verra en gros le jour J. Non, vraiment se préparer, c'est important. Ce sont des références qui ne bougent pas tellement, on a du mal. Et malheureusement, ce sont les catastrophes qui nous conduisent à être dans la réglementation et dans la préparation, mais c'est important. Bon, en gros, avant que je ne cède la parole, voilà, on est dans une société devenue chrysogène. Elle est de plus en plus sûre, mais à la limite de plus en plus dangereuse. On voit avec l'industrie. On se rend compte que ce qu'on a construit il y a 20 ou 30 ans peut être très dangereux. Ce qu'on a survendu, comme par exemple le diesel, aujourd'hui, on le met à la poubelle. Les chaises sur lesquelles nous sommes assis aujourd'hui, peut-être dans 15 ans, on nous dira « Ah, vous aviez ça dans votre bureau ?» Ah, pas bon. Pour vous dire aussi que cette capacité d'être dans le chiffre, dans l'infiniment petit, dans l'analyse, nous fragilise et demande aussi des explications et des réponses. C'est aussi cette capacité pour le non-sachant de devenir un expert en quelques secondes grâce à l'Internet. On est tous médecins. Nous sommes tous médecins quand on va sur Internet. Et vous avez une petite tache sur la main, vous prenez une photo, on va vous dire il faut couper la main, il te reste 2 mois à vivre, bon je prends juillet-août, l'humour. Ou alors il faut tel traitement, ou tu mets du persil dessus, ou va voir ma grand-mère, ou va voir le professeur Intel. Voilà. Ce qui fait aussi que les journalistes et le traitement de l'information, on est beaucoup sur un journaliste qui reste à son bureau, ou qui consulte sur Internet, Wikipédia, qui fait du pomme C, pomme V, copier-coller, qui n'a plus le temps, parce que les effectifs ont été réduits dans les rédactions,
mais qu'on lui demande de plus en plus de production. Ce qui fragilise aussi la crédibilité de l'information. D'où l'importance pour les services d'être en effet dans quelque chose de vérifié et d'assumé. Et ça, c'est important. Voilà. Je sais pas ce que j'ai, enfin je sais ce que j'ai derrière, mais comme on doit avancer, on avance si ça vous bien. Ce sera peut-être disponible sur les attendus. On va avancer. Encore. Moi, j'aime bien les photos, en fait. Voilà. Alors, rôle d'anticipation, rôle d'information, rôle d'atténuation. Ça, c'est important. Vous devez essayer de réduire l'impact de l'événement lorsqu'il touche votre organisation. Pas toujours facile, mais on doit s'y préparer. Vous avez un effet aussi correcteur dans le jeu de vos curseurs en matière de communication de crise. Analyse, validation, cohérence, on l'a dit, cohérence. En effet, si je fais un point presse avec l'ensemble des opérationnels sur le terrain, c'est pour sortir le même message. Éviter la cacophonie en matière d'information sur des chantiers ou sur des sites opérationnels. On l'a vu, et je l'ai souligné sur iTélé lorsque j'ai été interviewé concernant la communication de l'État par rapport aux événements des attentats de début janvier en France. Vous avez vu que ça a changé. Le président de la République était présent, prenait la parole. Le Premier ministre était un petit peu en réserve et c'est le ministre chargé du dossier, c'est-à-dire le ministre opérationnel de l'Intérieur, qui a pris le lead et c'est lui qui communiquait. Et on n'a pas eu Jeunesse et Sport qui est venu faire un commentaire, la justice et autres. Restons là aussi dans un cadre cohérent d'information sur de l'opérationnel. Je prends deux exemples. Et ça vous a touché peut-être SNCF Brétigny-sur-Orge. Il y a un rapport qui a été édité concernant aussi la communication d'événements. Et on se rend compte aussi que justement, la non-maîtrise par certains d'une cohérence a été un petit peu handicapante. Voilà, il y a des aspects, notamment sur la transmission de l'information, qui ont été mis en exergue. C'est intéressant pour vous d'aller le voir. Alors je mets versus Horsegate parce que le scandale de la viande de cheval, personne ne s'y était préparé. On avait l'habitude en France de traiter de la communication des intoxications alimentaires, jamais, en gros, d'une fraude, parce qu'il n'y a pas eu de victime, il n'y a eu aucun blessé, aucune intoxication, juste une intoxication peut-être de clients, dans le sens, je pense acheter du bœuf et j'ai du cheval. Des organismes, notamment une entreprise qui fabriquait, qui n'était absolument pas dimensionnée en matière de communication, même pas une chargée de com', personne. Le patron, 56 ans, a failli lui aussi se suicider pendant ce traitement médiatique de l'événement. OK ? Voilà. On avance, on avance. Conclusion, on avance. Toujours difficile d'évaluer après coup l'apport de la communication, mais c'est important. Mais il sera toujours reproché aux organisations, aux institutions, aux associations, de ne pas avoir cherché à tirer d'enseignements des crises précédentes. Donc il faut être aussi lucide et faire des retours d'expérience sur ce qui s'est passé. Il est très facile de constater lors d'un échec de quelle mesure est imputable à une mauvaise communication. Et souvent, on a le cas de Renault récemment avec le faux dossier du vol de brevets, 3 cadres, vous vous souvenez, qui avait été accusé à tort, la DIRCOM a sauté, et d'autres. Pour vous dire aussi qu'on peut très vite dire « Ah, mais c'est la faute de la com », comme souvent dans les organisations, on dit « Oui, mais ça, c'est à cause des médias ». Voilà. Je voulais terminer là-dessus, tout simplement vous remercier de votre présence. On va passer peut-être à un jeu de questions-réponses. Mais pour vous dire que ce n'est pas un exercice facile et que ça demande d'une part des capacités, une volonté, un travail et une organisation. Voilà. Merci de votre... Attention, c'est ça. C'est dimanche. C'est difficile le dimanche. Merci beaucoup, Laurent. Merci beaucoup. Oh. Il est évident que le professionnel de la communication transparaît dans ses propos. C'est très bien. C'était le but de sa présence. Moi, je retiens, pour laisser un petit peu mûrir quelques questions, je retiens quelques éléments forts de ce que tu as dit. Une communication, ça se construit. Ça ne s'improvise pas. C'est évident. Donc ça, c'est essentiel. Et dans la communication, doit aussi transparaître l'humain. Et là, c'est le fondamental de nous tous et de nos frères humains et de nous-mêmes. Ça rejoint l'autre propos que tu as ajouté, que j'aurais dû dire tout à l'heure, bien évidemment, c'est le respect essentiel du secret médical. Donc on ne doit pas dire, voilà, monsieur Untel, il a ça ou ça, ou il a... Bon, donc non, ça, on ne doit pas. On ne doit pas dire...
les lésions ou les pathologies que supportent les gens. Et de même qu'on ne doit pas, en tout cas nous intervenants, nous n'avons pas donné l'identité des victimes. Ça, c'est essentiel. Il y a le secret médical. Et ce qui va au-delà du médical, pour nous soignants, nous sommes quelques médecins dans la salle, le secret, le respect de l'individu, là aussi est essentiel. On n'a pas à savoir que mademoiselle Untel est à côté de monsieur Untel. Bon. Donc non, on doit, ça c'est pour mettre un tout petit peu d'humour, mais on ne doit pas. Il n'y a que les personnes qui donnent leur identité si elles le veulent bien. Il y a des commentaires ou des questions sur les propos très forts et très instructifs de Laurent, moi je crois. Ça, je ne sais pas ce que feront les organisateurs, mais c'est une... bien sûr, les droits sont à toi, puisque tu es enseignant et tu vis de ta formation. C'est cher. Mais je ne sais pas s'il n'y a pas quelques idées. Est-ce que les communications seront placées sur Internet? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des idées fortes. Tu peux peut-être donner ton adresse email. Ça peut être intéressant. C'est la dernière slide, si on peut la passer, oui, avec plaisir. Et puis j'aime échanger. De toute façon, le connaissant un tout petit peu, pas directement, mais il sera ravi de vous donner quelques informations, bien évidemment, à titre personnel. Je crois que c'est important aussi, c'est d'échanger sur nos pratiques, parce qu'il n'y a pas de solution. J'ai encore des étudiants à la Sorbonne ou au CELSA qui me disent, mais vous ne nous donnez pas en fait, vous ne donnez pas les clés de la communication de crise ou communication sensible. Mais il n'y a pas, parce qu'il y a un principe fondamental, c'est l'analyse de la situation telle qu'elle est, les faits. Le fameux, vous en avez peut-être entendu parler, de quoi s'agit-il? C'est-à-dire que vous pouvez avoir une somme de connaissances techniques, professionnelles, mais vous devez avoir de toute façon une analyse terrain sur l'événement qui se passe et aussi sur comment est l'information dans ce temps-là, quelle est la place de l'information, quelle est la vacance de l'information, la sensibilité des publics aussi. On ne parle plus à présent de choses dont on pouvait parler il y a 10 ou 15 ans. Et inversement. On a aussi une mutation sociétale sur certains mots, sur certains aspects de la communication. Il faut aussi travailler par rapport à ça. Je me permets de rajouter, je ne veux pas parler au nom de Sylvain. Sylvain, si tu es d'accord avec moi, c'est vrai que les sapeurs-pompiers se sont beaucoup mieux préparés à cette communication que les hospitaliers. Nous, les médecins, on a tous été hospitaliers avant d'être... Bon, mais je pense que quelle que soit votre fonction, vous êtes là, ça vous intéresse. Quel que soit le département dans lequel vous habitez ou vous intervenez, que vous soyez simple secouriste, simple citoyen, ordre de Malte, Croix-Rouge, importe peu, rencontrez, allez demander rendez-vous, allez rencontrer l'officier du SDIS de votre département responsable de la communication. J'en connais beaucoup, mais j'en connais aucun qui refusera de communiquer avec vous. Allez rencontrer cet homme ou cette femme responsable de la communication à une occasion ou une autre, mais provoquer l'occasion en disant voilà, j'aimerais vous parler, je suis intéressé par le secours, j'aimerais vous rencontrer. Il vous apportera beaucoup de choses. Sylvain, tu es d'accord avec moi? Oui, tout à fait, bien sûr. Échanger avant pour anticiper justement voilà, et pouvoir réagir comme il faut sur la situation opérationnelle. Voilà. Le fondamental des services incendie et secours ou des professionnels de la brigade et du bataillon sont quand même, on est au service de la population. Les hospitaliers, j'ai rien contre, je l'ai été, c'est pas, mais on sait par nature, les sapeurs-pompiers se sont mieux préparés et ont d'ailleurs désigné dans chaque département, il ne fait pas que ça, rassurez-vous, il prend aussi des garde-feux ou autres, mais il y a toujours quelqu'un qui est responsable de cette com. Quelle que soit votre fonction, ce sont tous des gens sympathiques et ouverts, ça je peux le garantir, allez le rencontrer. Vous êtes Ordre de Malte, Croix-Rouge, Croix-Blanche, ce que vous voudrez, allez le voir, ça sera mieux d'avoir discuté avant qu'après ou sur le terrain. Et même il vous connaîtra, il saura que vous travaillez, que vous êtes là, et voilà. Donc ça c'est bien ce cercle de l'urgence autour de la communication, de le construire. Et puis j'aimerais aussi insister sur le fait que l'information, la communication, c'est aussi le rôle de chaque intervenant sur les chantiers sur lesquels vous pouvez vous rendre. C'est-à-dire que même je dis même et surtout, un associatif ou un professionnel, de par sa présence sur le terrain et son attitude est déjà un vecteur de communication et d'information. Donc la tenue, ça passe par la tenue, sur le professionnalisme, sur la politesse, sur l'acceptation. Oui, j'allais dire, sur accepter
que l'autre puisse poser une question. Il y a quelques mois encore, alors vous me dites, c'est les anciens, comme on dit, les anciens opérationnels qui tiquent un petit peu quand on vient les rabrouer, mais j'avais fait un bilan sur un accident de la route en plein Paris, et j'ai vu une équipe de 3 ou de 5, c'était un premier secours, arriver des pompiers de Paris, les plus forts du monde et des environs. Ils m'ont presque viré avec un bouchon comme au rubis, quoi. Donc attention, là encore, il y a peut-être des gens sur le terrain. J'étais un ancien urgentiste aussi. Il y avait une infirmière qui était à côté de moi, de l'aide qui peut servir aussi à gérer la situation au mieux. Donc ne pas penser, parce qu'on a un uniforme, qu'on est les plus forts. Pensez aussi à travailler ensemble. Ça ne veut pas dire ne pas limiter sa zone de danger, de respecter la sécurité de l'intervention. Mais attention, échanger, comprendre et accepter ce que j'appelle le champ des possibles et accepter les autres est aussi très important. Attention à cette casquette de « je suis l'opérationnel, j'arrive, je déménage ». Vous avez des gens dans votre sphère de compétences, et y compris en communication, qui peuvent être très utiles. Donc chacun est l'ambassadeur en fait de sa boutique, même sur des terrains opérationnels, et qu'on ne doit pas pour autant, j'en ai pas parlé, mais ça me blesse à chaque fois, essayer sur les plateaux télé de tirer la couverture à soi en disant on est là, heureusement tiens, il y a tel associatif n'est pas là, mais moi je suis là. Non, on est tous à travailler ensemble au profit de la population et des siens, et je crois que c'est le plus important. Savoir-faire, le faire savoir, n'oubliez pas. Merci. Merci. Donc je crois on va interrompre là. Quelques petits mots aussi, toujours dans le sens de nos deux experts, que je remercie encore vraiment très chaleureusement pour ce qu'ils nous ont apporté. Je crois que les intervenants du secours, tous, tôt ou tard, on a quelque chose à se reprocher. Celui qui n'a pas fait d'erreur, c'est celui qui n'a pas fait beaucoup d'interventions. Donc je crois que la modestie, tu l'as dit, tu l'as suggéré, tu l'as dit, je crois que la modestie doit être importante. Et si vous souhaitez communiquer, quel que soit votre rôle et votre fonction, là aussi, il y a un peu le respect de l'unité dans laquelle vous travaillez et le respect aussi des personnes pour lesquelles vous êtes intervenu. Donc ça veut dire effectivement, j'aime bien aussi moi, déconner s'il faut, mais quand on est en intervention, il y a le respect des gens. C'est-à-dire dans la tenue, il faut se tenir, pas avoir le verre de bière à la main ou la clope si vous êtes interviewé. Je crois qu'il y a un petit peu de respect des gens qui ont souffert et que vous avez pris en charge. Voilà. Ça ne veut pas dire que à côté, mais sur le moment, quand on communique, il y a aussi ce respect des gens pour lesquels on communique. Voilà. Donc, encore une fois, merci à nos experts. Merci à la salle. On va continuer. On se donne peut-être quelques instants.